Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charles-David Duchesne, je suis conseiller à l'AREC CSQ et je suis aussi responsable du dossier de l'environnement. Donc, vous savez, là, il y a des gens qui se joignent à nous en cours de route. Donc, vous êtes au bon endroit, vous êtes venu assister à la conférence euh, portant le titre Votre santé dans un contexte de changement climatique. Vous êtes au bon endroit. Comme je le disais, chaque année, en fait, pour chaque triennat, aux 3 ans, l'AREC se dote d'un plan d'action. Et parmi les actions qui figurent dans celui qui est en cours, il y a le fait d'informer nos membres concernant les effets des changements climatiques sur leur santé et celle de leurs proches. Et on trouvait que cette conférence qu'on vous propose aujourd'hui s'inscrivait très bien dans cette action. Donc, la description de la conférence, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a statué que les changements climatiques sont la plus grande menace à la santé au 21e siècle. Heureusement, des solutions existent. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que ces solutions sont une source immédiate de santé physique et mentale pour vous et votre famille. Alors, on vous invite à les découvrir et on a avec nous une conférencière d'exception. En fait, j'ai eu la chance de lui parler il y a quelques minutes. C'est Madame Joanne Elsener. Elle est médecin vétérinaire de formation. Elle a surallié de multiples partenaires autour de Sa Marche Doc, une initiative élaborée avec des ressources professionnelles de la santé qui, lancée en 2016, vise à sensibiliser les gens et les décideurs quant aux bénéfices d'un aménagement urbain orienté vers la prévention. L'initiative Ça marche doc s'est mérité le prix d'excellence du Réseau de la santé et des services sociaux, volet partenariat en 2019. En plus de la coordination de plus de 200 marches éducatives, Joanne Elsener a été l'idéatrice de la chronique radiophonique Ça marche doc à l'émission Première heure de Radio-Canada, ainsi que des séries télévisées Ça marche doc et Ma ville au rayon X. Joanne Elsener a poursuivi la mission de santé globale de Samarche-Doc en cofondant et présidant l'organisme Santé Urbanité. Elle est également cofondatrice de Prescrit Nature et collaboratrice de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Son implication sociale lui a valu d'être nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 2020. Alors, c'est vraiment un privilège pour nous de l'accueillir aujourd'hui. Elle sera avec nous pour une durée d'1 heure et ça inclut une période de questions. Donc, la période de questions aura lieu à la fin pour les personnes qui aimeraient adresser une question à notre conférencière, vous pouvez le faire via l'onglet questions et réponses qui figure au bas de votre écran si vous êtes sur un ordinateur ou encore en cliquant dans votre écran si vous êtes sur une tablette, vous avez accès à plus d'options et vous pourrez nous adresser une question par écrit. Si toutefois vous préférez le faire oralement, sachez que c'est en levant votre main virtuelle que vous pourrez le faire et à ce moment-là, je vous octroierai le droit de parole à la fin de la conférence, bien sûr en fonction de la limite de temps qu'on a déterminée. Alors, je vous souhaite une excellente conférence. Je demeure avec vous. Je suis accompagné également de ma collègue Sonia Maltais, qui est là pour la logistique. Alors, je souhaite une bonne conférence à toutes les personnes présentes et je remercie d'emblée Madame Joanne Elsener d'avoir accepté notre invitation et d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors, Madame Elsener, je vous cède la parole pour la prochaine heure et je vous remercie d'être avec nous. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous faire cette présentation là, sur notre santé dans un contexte de changement climatique. C'est collectivement qu'on peut protéger notre santé et ce que je veux vous dire aujourd'hui, puis vous allez le voir à travers la présentation, c'est bien que les changements climatiques soient un enjeu important et alarmant. La bonne nouvelle, c'est que les solutions au changement climatique sont des solutions extrêmement bénéfiques pour notre santé
immédiatement et que même s'il n'y avait pas l'enjeu des changements climatiques, qu'on devrait collectivement se tourner vers ces solutions-là là, pour protéger notre santé. Alors, je vais commencer par présenter mon écran. Vous me direz si vous voyez la première diapositive. Je confirme qu'on la voit bien. Parfait. Alors, écoutez, je vous présente cette présentation-là au nom de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement qui s'implique depuis 30 ans à protéger notre santé là, ici au Québec, mais aussi dans l'ensemble du Canada. Alors, je pense que attendez, j'essaie de faire avancer la diapositive. Elle n'avance pas. Pourtant, on l'a testé tout à l'heure. Voulez-vous que j'essaie de mon côté, puis que Oui, je... s'il vous plaît, je ne comprends pas parce que Parfait. Vous pouvez cesser votre partage d'écran, puis je vais prendre le relais. Vous aurez simplement qu'à me le dire, là, où, je vais essayer de deviner quand vous aurez besoin de changer de diapositive. On est une équipe. vraiment désolée. Pourtant, on l'a testé il y a 15 minutes et tout Pas de allait bien. souci. Pas de souci. Donc, voyez-vous mon écran Je vois très bien votre écran. et voyez-vous la diapositive que j'essaie de partager? Oui. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, on était rendu ici? On était rendu là. Alors, écoutez, je pense que l'été passé nous a montré des signes vraiment flagrants des changements climatiques avec les inondations qu'il y a eu à Baie-Saint-Paul, les phénomènes de tornades aussi, de micro-tornades dans les régions de Montréal, Ottawa, et surtout les feux de forêt qui ont amené une dégradation de la qualité de l'air là, sur l'ensemble du Canada. Suivante. Alors, c'est quoi les changements climatiques? Ben, écoutez, quand on parle de changement climatique, on parle d'une augmentation de la température moyenne. Maintenant, en 2024, il y a déjà eu une augmentation de la température moyenne de 1 à 3 degrés Celsius. Ça devrait s'accentuer dans les prochaines années avec une augmentation prévue d'environ 3,5 degrés Celsius en 2050, 6 degrés en 2080. Avec ça, on va avoir une augmentation des canicules, une augmentation de la saison de croissance des plantes et une diminution de la durée de la saison de gel, une augmentation de la fréquence, la longueur et l'intensité des pluies abondantes, donc des tempêtes, si vous voulez, de pluie, et une augmentation des sécheresses là, durant nos étés. Suivante. Les canicules ont un effet délétère sur la santé des Québécois. Quand il fait assez chaud pour mal dormir la nuit, il y a environ 12 des Québécois qui consultent leur médecin ou qui vont à l'hôpital. Alors, ça fait en sorte que chaque vague de chaleur nous coûte environ 55 millions de dollars en soins médicaux. Et Ouranos, qui est un consortium, si vous voulez, d'experts sur les changements climatiques au Québec, prévoit que les coûts en santé vont augmenter environ de 100 millions de dollars par année en raison des changements climatiques là, dans les prochaines années. Suivante. Les canicules ont un effet délétère, on l'a vu, et l'effet de la chaleur a un effet, si vous voulez, plus prononcé sur la santé quand on se trouve dans ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Alors, vous voyez ici une carte de Montréal avec des îlots de chaleur qui sont représentés en rouge. C'est quoi un îlot de chaleur? Ce sont des endroits qui sont très minéralisés, donc très asphaltés, très bétonnés, avec peu d'arbres, avec peu de parcs. Suivant. On peut penser que ce sont seulement les grandes villes qui ont des îlots de chaleur comme Montréal ou comme Québec, mais quand on regarde la carte du Québec, on s'aperçoit finalement que chaque ville du Québec et même des petits villages ont des îlots de chaleur. Vous voyez ici la région de la Beauce avec Saint-Georges-de-Beauce en plein centre, mais vous voyez que même à Saint-Georges-de-Beauce ou dans les petits villages satellites de Saint-Georges-de-Beauce, il y a présence d'îlots de chaleur. Suivante.
Et ces îlots de chaleur ont un effet délétère sur la santé parce que ceux qui vivent dans les îlots de chaleur, évidemment, vont expérimenter des températures extérieures plus élevées et ça peut être de l'ordre de 6, 8, 10 degrés Celsius. Donc, vraiment une grande différence dans ces quartiers-là, îlots de chaleur, par rapport à des quartiers, par exemple, qui sont situés près de grands parcs urbains. On peut penser aux quartiers qui sont situés près du Mont-Royal à Montréal ou près des Plaines de la Blarane à Québec. Avec les changements climatiques, il va y avoir une augmentation de la saison de croissance des plantes. Euh, et certaines plantes qui sont responsables de problèmes de santé vont en profiter. Vous avez ici la photo de ce qu'on appelle l'herbe à poux. L'herbe à poux est responsable de 75 des cas de rhinite allergique au Québec. Et avec les changements climatiques, cette petite plante-là ben, va pousser plus longtemps durant la saison, donc va avoir des effets beaucoup plus longtemps durant une saison. Et aussi, elle va migrer vers le nord. Donc, il y a des régions au Québec où cette plante-là, elle a de la misère à survivre parce que l'hiver est trop froid. Mais avec les changements climatiques, elle migre vers le nord et il va y avoir des régions, si vous voulez, qui étaient très peu susceptibles aux allergies saisonnières, comme le Saguenay, qui va devenir de plus en plus susceptible aux allergies saisonnières. La prochaine. Avec la baisse de saison de gel, ben, on voit monter des maladies, ce qu'on appelle des maladies à vecteurs, donc des maladies qui sont portées par des insectes. Vous avez ici l'image d'une tique, la tique qui est porteuse de la maladie de Lyme. On sait que cette tique-là ne survivait pas à nos hivers au Québec il y a 20-30 ans, mais qu'avec les changements climatiques, elle a réussi à s'établir au sud du Québec, donc à survivre aux hivers québécois dans le sud du Québec, dans l'Estrie, par exemple, et qu'avec la progression des changements climatiques, ben, cette tique-là, elle migre d'environ 4,5 km par année vers le nord. Donc, elle va au fil des années gagner les régions plus au nord comme Québec ou le Saguenay. Et donc, ça va augmenter notre risque, si vous voulez, de contacter la maladie de Lyme. Suivante. Avec les changements climatiques, une augmentation des tempêtes de pluie, donc évidemment des risques d'inondation et malheureusement les populations qui subissent ces inondations-là, en plus de la perte de biens, ben, subissent des problèmes psychologiques, si vous voulez, très, très sévères comme des stress post-traumatiques, de l'anxiété et dépression là, qui s'ajoutent à la perte des biens matériels. Suivante. En plus de ces stress post-traumatiques et de ces sentiments d'anxiété, de dépression-là, ben, il y a malheureusement des gens qui sont blessés ou même qui en décèdent. Ici, vous avez l'exemple de 2 pompiers volontaires qui sont décédés lors des inondations de Baie-Saint-Paul. Il y a eu aussi des inondations dans la région de Saguenay. Il y a des gens qui ont été, si vous voulez, emportés par un effacement de la route et qui sont décédés. Donc, on voit que ça peut apporter, si vous voulez, des impacts là, qui sont très graves là, pour la santé des gens. Suivant. Il y a des études médicales qui ont rapporté et démontré qu'après des tempêtes de pluie, il y a des épidémies de gastro-entérite dans la population. Pourquoi? Parce que quand il y a des fortes pluies, l'eau des fortes pluies s'en va vers notre système d'égout et s'emmène des surverses d'égouts dans les ruisseaux, dans les rivières et dans le fleuve qui sont la source d'alimentation en eau potable de plusieurs de nos villes et de nos villages. Donc, à la suite de tempêtes de pluie, il y a une augmentation là, de gastro-entérite là, dans les jours qui suivent ces tempêtes-là. Suivante.
avec les changements climatiques, une augmentation des sécheresses, et je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est un danger bien réel. On l'a vu l'été passé avec les feux de forêt là, qui ont sévi au Canada et qui ont amené un problème sanitaire qui est extrêmement grave, extrêmement important, qui s'appelle la pollution de l'air. Vous avez une image en bas de Montréal là, avec une qualité de l'air qui s'est détériorée, mais qui a affecté aussi là, toutes les villes et en fait tous les villages du Québec. Et là, j'ouvre une très grande parenthèse avant de poursuivre sur les changements climatiques, qui est celle de la pollution de l'air. Donc, la diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que c'est la pollution de l'air? Ben, ce sont des substances dans l'air qui causent des problèmes de santé. Il y a une étude de Santé Canada qui a été publiée en 2021, donc c'est tout récent, qui rapporte au Québec par année 4000 décès prématurés qui sont attribuables à la pollution de l'air. Si vous voulez avoir une ordre de grandeur, là, la COVID en 2021 a causé environ 4000 décès prématurés, là, donc c'est à peu près une COVID 2021 par année, avec des coûts sanitaires qui sont très élevés. Santé Canada a évalué que ça nous coûte environ 30 milliards de dollars par année en coûts sanitaires, la pollution de l'air au Québec. Quand on parle de polluants de l'air, on parle pas de CO2. Il peut y avoir une confusion là, chez plusieurs personnes de ce que c'est la pollution de l'air, mais ce n'est pas du CO2. Le CO2 pollue notre planète, cause des changements climatiques, mais quand on parle de pollution de l'air en santé, on parle plutôt de particules fines, souvent appelées des PM, PM2,5, il y a aussi des PM10, d'oxyde d'azote, d'ozone. Et quand on regarde la source de la pollution de l'air dans nos villes québécoises, les transports sont responsables environ 62 de la pollution de l'air. Par la combustion d'énergie fossile, donc le gaz, l'essence qu'on met dans nos voitures, mais aussi par l'usure des freins, l'usure des pneus, l'usure de la peinture sur la route, l'usure de l'asphalte et les sels et abrasifs qu'on met sur nos routes. Suivante. Et on voit ici une carte de Montréal et on voit que la pollution de l'air, en fait, suit le réseau de transport de la ville de Montréal. Les régions en bleu sont des régions où la pollution de l'air est moindre. Et quand on regarde au niveau du réseau de transport, mais on voit que ça vire au jaune, au orange, au orangé foncé et même au rouge. Donc, les niveaux de particules fines augmentent lorsqu'on est près d'un réseau de transport important. Là. Donc, on parle d'autoroutes urbaines et de boulevards urbains. Suivante. Alors, qu'est-ce que ça cause, la pollution de l'air? On a vu des décès prématurés, mais heureusement, on a un bon système de santé et ce ne sont pas tous les gens qui vont décéder, mais il y a beaucoup de gens qui vont être malades. Donc, la pollution de l'air, ben, ça pénètre par les poumons. Alors, ça emmène des problèmes au niveau pulmonaire. Ça cause l'asthme, ça initie l'asthme chez l'enfant. C'est une pollution aussi qui est capable de passer à travers, si vous voulez, la paroi des poumons pour se répandre dans notre système sanguin et causer, en plus du cancer du poumon, des accidents vasculaires cérébraux, causer des arrêts cardiaques, causer donc des maladies cardiaques. Et on voit que dans les pays, si vous voulez, à revenu économique élevé, comme le Canada, que c'est responsable d'une bonne part des maladies cardiovasculaires. Là, environ le tiers des maladies cardiovasculaires seraient causées par la pollution de l'air. Suivante. Et puisque les polluants de l'air ben, prennent, si vous voulez, la voie sanguine, ils sont susceptibles de se répandre dans presque tous les organes de notre corps. Et il y a des études médicales qui rapportent une association entre la pollution de l'air et le cancer du sein, de la prostate, du foie, entre la pollution de l'air et la leucémie infantile chez l'enfant. Et il y a des études qui rapportent que de 10 à 13 des maladies rénales chroniques seraient associées à la pollution de l'air. Suivante.
On a longtemps pensé que le cerveau était à l'abri de la pollution de l'air parce que il y a dans notre cerveau une barrière qu'on appelle la barrière hémo-encéphalique qui empêche les substances toxiques de pénétrer dans le cerveau. Mais malheureusement, il y a de plus en plus d'études qui rapportent une pénétration des polluants de l'air dans notre cerveau et qui rapportent une association entre des maladies cérébrales et la pollution de l'air. Par exemple, une étude qui a démontré ici au Canada que les aînés qui vivent près d'autoroutes urbaines avaient une prévalence plus élevée de démence et il y a d'autres études qui ont publié des résultats dans le même sens. Malheureusement, cette pollution de l'air peut aussi affecter nos enfants avec des retards de développement cognitif, avec des changements structuraux irréversibles au niveau du cerveau, une diminution du quotient intellectuel, des désordres psychiatriques qui ont été associés avec cette pollution-là, comme l'anxiété, comme les tendances suicidaires, et beaucoup d'études là, qui ont rapporté un lien entre la pollution de l'air et l'autisme. Suivante. On revient maintenant à nos changements climatiques. Donc, avec nos changements climatiques, une augmentation des tempêtes de pluie et de sécheresse qui met à mal nos productions agricoles et qui nous met aussi à risque d'insécurité alimentaire, soit par la production ici directement au Québec ou au Canada, mais aussi par l'approvisionnement de denrées alimentaires par d'autres pays. Suivante. Oups, on a sauté une. Et malheureusement, avec les dérèglements climatiques, ça amène, si vous voulez, le changement de milieu de vie, de population, que ce soit local, hein, il y a beaucoup de gens à Baie-Saint-Paul qui ont été obligés de déménager en raison des dernières inondations, mais il y a aussi dans le monde beaucoup de réfugiés environnementaux qui doivent changer de lieu de résidence. Alors, ça amène de la pression sur eux, évidemment, mais aussi sur les pays hôtes. Suivante. Alors, à cause de tous ces effets-là, euh, la, une des plus grandes, si vous voulez, prestigieuses revues de médecine qu'on appelle de Lancet et l'Organisation mondiale de la santé en sont venus à la conclusion que les changements climatiques sont la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Alors, c'est pour ça que je vous disais que c'est un enjeu important pour notre santé. C'est aussi un enjeu alarmant. Mais la bonne nouvelle suivante, c'est que la lutte au changement climatique pourrait aussi être la plus grande opportunité en santé du 21e siècle. Et c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui, vous montrer comment est-ce que la solution d'adaptation et la solution de mitigation au changement climatique peut être tellement bénéfique pour notre santé à nous et à celle de notre famille. Alors, on va aborder la deuxième partie de la présentation là, pour nous redonner espoir. Alors, suivante. Juste avant d'aborder les solutions, ben, qu'est-ce qui cause les changements climatiques? Ben, ce sont, si vous voulez, nos émissions de gaz à effet de serre qui empêchent la chaleur de la Terre qui est apportée par le réchauffement du Soleil de s'échapper durant la nuit dans l'espace. Et cette chaleur-là, elle est conservée dans notre atmosphère et ça amène un réchauffement climatique avec les dérèglements climatiques. Suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la cible globale qui devrait être de moins 55 par rapport à 1990, qui est une cible plus ambitieuse que celle du Québec, qui est de moins 37,5 par rapport à 2005, mais on peut y arriver là, en se mettant en mode solution. Quelle est la principale solution? La suivante. Ben, la principale solution vise la principale source des gaz à effet de serre et ce sont les transports. Au Québec, les transports à énergie fossile sont responsables de 43 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler en priorité.
la suivante. La solution, on propose l'auto électrique comme solution. C'est une solution évidemment euh, à court terme parce que les autos électriques n'émettent pas de CO2 quand elles sont en marche, mais il faut être conscient que la fabrication de ces autos-là émet des CO2. Donc, ça ne résout pas complètement, si vous voulez, notre problème d'émission de CO2. On peut penser que ça peut résoudre notre problème de pollution de l'air, mais malheureusement, ça ne le résout pas non plus parce qu'une auto électrique en marche, même si elle ne brûle pas, si vous voulez, des combustibles fossiles, euh, elle subit l'usure des freins, l'usure des pneus, l'usure de la peinture, l'usure de l'asphalte. Elle nécessite l'épandage de sels et abrasifs. Donc, il y a une forte émission de polluants atmosphériques et cette émission-là, elle serait plus grande parce que ces autos, elles sont plus pesantes que les autos à combustible fossile en raison des batteries. Et on sait que la fabrication de batteries et le recyclage de batteries est une source d'émissions de produits extrêmement toxiques dans l'atmosphère. Donc, c'est pas nécessairement non plus la solution idéale pour notre santé et encore moins quand on sait que l'automobile est associée au sédentarisme dans notre société. Et c'est quoi le sédentarisme? Le sédentarisme, c'est le fait qu'on est immobile, le fait qu'on arrête de bouger. Et quand on regarde les études médicales, on voit qu'environ la moitié des Québécois sont inactifs, alors que les médecins recommandent au moins 30 minutes d'activité physique par jour. On peut le compter en nombre de pas. Ça correspond à environ 10 000 pas par jour. Et on sait que les gens qui sont inactifs sont beaucoup plus à risque de devenir en surpoids, de souffrir d'obésité, d'hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Donc, vraiment un impact important sur notre santé, là, cette dépendance à l'automobile en raison du sédentarisme, mais aussi en raison de la pollution de l'air. La suivante. Ben, quelles sont les solutions si, je veux dire, on met un bémol à l'auto électrique? Ben, la solution principale, c'est le transport en commun. Le transport en commun, évidemment, émet moins de CO2 parce que on est capable de transporter beaucoup plus de passagers par, si vous voulez, en termes d'espace, mais aussi on peut facilement électrifier ce transport-là. On peut penser au métro à Montréal, au futur tramway à Québec, mais aux tramways qui existent dans d'autres villes comme maintenant à Toronto ou à Calgary. Et évidemment à nos autobus qu'on est en voie d'électrifier dans plusieurs villes. Donc, ils émettent moins de polluants de l'air par passager transporté. Et aussi, il faut être conscient, et ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent, mais qu'un usager du transport en commun, en fait, c'est un usager qui bouge. C'est à la base un piéton parce qu'il faut se rendre à l'arrêt du transport en commun et en revenir. Et quand on regarde les études médicales, mais on voit que les usagers de transport en commun marchent en moyenne 20 minutes de plus par jour qu'un automobiliste et qu'ils sont 4 fois plus susceptibles de marcher les 10 000 pas par jour, là, tel que recommandé par les médecins. La suivante. Une autre solution à l'automobile, c'est évidemment le vélo, ce qu'on appelle le vélo utilitaire par rapport au vélo de loisir. Donc, le vélo utilitaire, c'est d'utiliser notre vélo pour se rendre en quelque part. Ça peut être se rendre au travail, se rendre à l'école, mais si on est à la retraite, ça peut être se rendre à la pharmacie, à l'épicerie, chez des amis, se rendre au restaurant. Et on sait que les gens qui utilisent leur vélo de façon régulière pour se rendre à
quelque part, ben, voient leur risque de diabète de diminuer de 28 de mortalité prématurée de 41 de stress de 25 d'hypertension de 13 de maladies cardiovasculaires de 46 de cancer de 45 d'obésité de 15 et puis et pour ceux qui travaillent, ben, ça réduit l'absentéisme au travail pour cause de maladie. Donc, c'est super intéressant pour les employeurs. Et quand on regarde, si vous voulez, les distances moyennes que les Montréalais et les Québécois font pour se rendre au travail, la distance, je dirais médiane, c'est que 50 des Montréalais font moins de 8 kilomètres pour se rendre au travail, les Québécois moins de 6 kilomètres. Donc, ce sont des distances qui sont facilement envisageables en vélo. Et pour les retraités, évidemment, souvent, l'épicerie est à distance de vélo, la pharmacie est à distance de vélo, le centre de loisirs aussi, et on espère certainement la famille ou des amis à distance de vélo. Suivante. Maintenant, il y a des moyens si vous voulez, qui sont en train de révolutionner aussi le vélo. On pense au vélo électrique là, qui, si vous voulez, élimine plusieurs barrières comme le vent dans la face, comme les pentes ou les côtes, comme on peut en voir ici à Québec, et d'autres moyens de transport aussi. Vous avez ici l'image de Dr. Christine Desbiens, qui est chirurgienne oncologue à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec, qui demeure dans le Vieux-Québec et qui va travailler à un hôpital qui est à une distance de 4 km, une distance qui se fait très bien, si vous voulez, en mobilette et électrique. Donc, il y a des moyens de transport là, qui nous permettent de réduire notre dépendance à l'automobile et de favoriser notre santé en augmentant notre activité physique, mais aussi en diminuant la pollution de l'air là, dans nos villes et dans nos villages. Suivante. Et il y a évidemment comme moyen de se déplacer la marche. Euh, la marche, c'est extrêmement bon pour la santé. Ça permet de lutter contre le sédentarisme, donc ça permet de diminuer le surpoids, la maladie cardiovasculaire, le diabète, l'hypertension, la démence, le cancer, l'arthrite, et puis je pourrais vous nommer plein d'autres maladies. Évidemment, ben, pour ça, ben, ça prend un réseau piétonnier qui soit présent, c'est-à-dire qu'il faut avoir des trottoirs, puis il faut aussi qu'ils soient entretenus l'hiver parce que il y a des endroits, malheureusement, où les trottoirs ne sont pas déneigés, ne sont pas déglacés. Alors, ça limite de beaucoup la marche en hiver là, dans une population qui a tendance à devenir inactive l'hiver. Une distance de marche, on pense à 800 mètres. On sait qu'au-delà de 800 mètres, les gens spontanément euh, pensent à prendre leur auto. Donc, c'est important maintenant d'aménager nos villes pour qu'elles soient marchables. Et il y a des villes qui l'ont bien compris et qui en font la promotion pour attirer des citadins ou des citoyens. Vous avez l'image de Bâle, qui est une ville en Suisse, qui fait son marketing sur la ville des trajets courts. Euh, on sait que on a des villes ou des noyaux villageois qui sont bien aménagés, puis qui favorisent la marche. Et je vous invite, si vous voulez découvrir, si vous demeurez dans un quartier qui favorise la marche chez vous, vous pouvez aller voir sur le site qui s'appelle walkscore.com et ça va vous donner, ça va donner un résultat en anglais, là, mais vous pouvez lire le score de marchabilité qui s'appelle le Workability Score. Euh, et vous allez voir le score de votre quartier. Alors, il y a des études qui démontrent que les quartiers qui ont un score de 70 et plus sont des quartiers qui favorisent la santé parce que les gens qui vivent dans ces quartiers-là ont plus tendance à marcher euh, par rapport à des gens qui vivent dans des quartiers où le score peut être aussi bas que zéro.
ce que j'ai vu aussi au Québec. Mais vous avez ici l'exemple de la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, qui est une rue marchande dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul, avec un score de marchabilité de 74. Donc, on est capable de bien aménager nos villes ou certains quartiers de nos villes. Et s'il y a des gens qui demeurent à Québec, ici, là, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, par exemple, ou le quartier Montcalm, on peut voir facilement des scores au-dessus de 90. Suivante. Alors, je vous ai parlé de la principale solution qu'on appelle de mitigation, qui est une solution de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Maintenant, on sait que le climat, il est en train de se réchauffer, qu'on vise à réduire nos émissions, mais que c'est comme une grosse locomotive qui est lancée et ça ne s'arrête pas facilement du jour au lendemain. Donc, les changements climatiques vont, si vous voulez, augmenter en intensité dans les prochaines années. Donc, il faut aussi mettre en place des mesures d'adaptation aux changements climatiques là, pour réduire les effets de ces changements climatiques-là. Suivante. La principale solution au changement climatique en termes d'adaptation, c'est le verdissement urbain. Alors, le verdissement urbain, ben, ça représente de la nature en ville, surtout des arbres, mais aussi des parcs, aussi des plantes grimpantes, des potagers, des jardins communautaires, donc tout ce qui est verdure. Mais disons que l'architecture principale du verdissement urbain, ce sont les arbres. Et ici, vous avez la température au sol de deux rues à Paris là, qui sont proches l'une de l'autre et on voit que la rue sans arbres, la température des surfaces est extrêmement élevée par rapport à la rue adjacente où il y a des arbres et les arbres peuvent baisser nos besoins en climatisation d'environ 35 et d'environ 10 nos besoins en chauffage l'hiver parce qu'ils limitent, si vous voulez, le refroidissement causé par les vents. Suivante. Alors, les arbres, ils ont plusieurs propriétés bénéfiques pour nous. Euh, Ils créent ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur, donc ils nous aident à lutter contre les îlots de chaleur. Ils captent environ 24 des polluants atmosphériques qui ont cet effet délétère-là sur notre santé. Ils apaisent les humains, c'est-à-dire qu'un humain qui regarde un arbre voit son hormone de stress diminuer dans son corps, en plus de d'autres effets bénéfiques là, sur des hormones de notre corps. Donc, ils ont vraiment un effet apaisant chez l'humain. Ils captent les eaux de pluie, donc ils empêchent les eaux de pluie de faire déborder nos égouts et de causer des épidémies de gastro-entérite. Ils créent de l'ombre, donc ils nous rafraîchissent, mais aussi ils nous protègent contre les rayons ultraviolets qui sont responsables de cancer de la peau. Et ils nous incitent à l'activité physique, donc ils nous permettent de lutter contre le sédentarisme parce qu'une rue avec des arbres, c'est tellement plus attrayant pour aller marcher qu'un immense terrain de stationnement asphalté à ciel ouvert. Suivant. Alors, en raison de ces moyens d'action-là des arbres dans nos villes, ils ont un impact extrêmement, si vous voulez, important sur notre santé. Ici, vous avez des résultats d'études médicales qui ont démontré un impact là, sur plusieurs maladies. Alors, vous voyez une diminution du diabète de 14 de l'embonpoint, l'obésité de 40 chez des gens qui vivent dans des quartiers très verts par rapport à des gens qui vivent dans des quartiers très minéralisés. Une diminution de 10 de la mortalité respiratoire, de 6 de l'asthme, de 11 à 19 de l'autisme, de 7 de la dépression, de 39 du stress en raison de leur impact positif là, sur notre santé mentale, une diminution de 10 à 20 de la mortalité générale prématurée, de 13 de la mortalité causée par le cancer, 9 de la mortalité causée par les maladies cardiovasculaires et 13 de l'hypertension. Donc, vraiment un impact extrêmement important sur notre santé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une solution extrêmement importante qu'il faudrait mettre en place, même s'il n'y avait pas cet enjeu des changements climatiques.
Diapositive suivante. C'est pour ça que en 2020, plus de 600 médecins, plus de 600 professionnels de la santé, une quarantaine d'organisations ont demandé au gouvernement du Québec d'investir plus dans le verdissement urbain et qu'est née aussi cette initiative qui s'appelle Prescrit Nature, que vous pouvez trouver sur Internet en tapant prescrinature.ca. Donc, un regroupement de professionnels qui prescrivent la nature pour la santé de leurs patients là, qui souffrent de certaines, si vous voulez, pathologies là, dont le contact régulier avec la nature pourrait être bénéfique. On pense aux gens qui sont stressés, aux gens qui souffrent de dépression, par exemple. Suivante. Et vous avez ici la liste là, de toutes les organisations qui ont appuyé cette demande-là d'investissement plus important en verdissement urbain. On parle d'universités, d'établissements de santé, de villes, d'associations syndicales, même de compagnies. Donc, vraiment une bonne représentation de l'ensemble de la société. Diapositive suivante. Vous avez ici les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande que chaque citoyen vive à au plus 3, que chaque citoyen vive à au plus 300 mètres d'un parc ou d'un espace vert, que chaque citoyen vive dans un quartier où il y a une présence de canopée d'au moins 30. C'est quoi la canopée? C'est la surface du sol qui est recouverte par la cime des arbres et que chaque citoyen voit à partir de la fenêtre d'où il vit ou d'où il travaille au moins 3 arbres. Diapositive suivante. Parce que c'est important ce contact-là avec la nature et c'est important que ce contact-là soit à proximité de nous pour en bénéficier. C'est-à-dire que si on reste dans un quartier très minéralisé, ben, le fait que le quartier voisin soit très vert, ben, ça n'a pas les bénéfices dont on pourrait en retirer parce qu'il faut vraiment que ce soit près de nous. C'est ce qui est démontré, si vous voulez, par plusieurs études qui ont été faites sur ce qu'on appelle maintenant l'architecture biophilique. L'architecture biophilique, ce sont des édifices qui permettent d'avoir accès à la lumière naturelle par des fenêtres, mais aussi à des vues sur la nature, qu'elles soient à l'intérieur avec des plantes à l'intérieur ou à l'extérieur par ces fenêtres-là. Et on sait que ça a un effet extrêmement bénéfique pour les gens qui occupent ces locaux. Diapositive suivante. Ça a été très bien démontré pour les gens qui sont en milieu de travail. Donc, ça améliore le bien-être des travailleurs, ça réduit leur stress, ça suscite un fonctionnement émotionnel plus positif, une meilleure concentration, une restauration mentale plus rapide, en augmentant la productivité au travail, en diminuant la fatigue mentale, en réduisant l'absentéisme et en assurant une meilleure attraction et rétention des travailleurs qualifiés. Donc, c'est vrai pour ceux qui sont dans un milieu de travail, mais c'est vrai aussi pour ceux qui demeurent actifs après avoir pris leur retraite parce que il y en a qui peuvent se lancer dans si vous voulez, des projets comme l'écriture d'un livre, par exemple, ou la préparation du mariage de leur fille ou de leur enfant. Ça équivaut à des tâches et on va être beaucoup plus productif, on va être beaucoup plus créatif si on s'assoit à notre bureau dans un local qui nous donne ce contact-là avec la nature. Diapositive suivante. C'est aussi vrai pour les enfants. On sait que les enfants qui vivent dans un quartier vert, qui fréquentent une école verte avec une cour d'école verdie et des fenêtres dans les classes qui donnent sur cette cour d'école-là, ben, sont plus actifs physiquement, donc sont moins à risque d'avoir un surpoids ou d'obésité. Ça améliore aussi leur santé mentale parce qu'ils sont plus calmes, ils ont une meilleure attention, une meilleure concentration en milieu scolaire, ça diminue leur stress, ça diminue les symptômes dépressifs chez les adolescents, les symptômes aussi de TDAH, donc de troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité, les problèmes de comportement, d'agressivité chez les enfants et ça augmente leur performance scolaire, donc leur note à l'école, leur taux de diplomation. Donc, c'est extrêmement important
pour ces enfants-là, pour les parents de ces enfants-là et aussi les grands-parents qui peuvent parfois les garder. Donc, en sachant que s'ils les amènent dans un parc ou s'ils ont une cour qui est verte, ben, ça permet de diminuer, si vous voulez, l'exubérance de leurs petits-enfants et de leur donner aussi un bien-être. Suivante. Il faut savoir, et ça c'est extrêmement important, que les deux enjeux dont je vous ai parlé qui concernent la solution de mitigation, donc les transports, et la solution d'adaptation, donc le verdissement urbain, sont extrêmement liés l'une à l'autre. L'automobile, présentement, dans nos villes, occupe 50% de notre espace urbain et on ne peut pas penser verdir de façon adéquate nos villes, donc avec une canopée euh, d'au moins 30% et même idéalement, il faudrait viser 40% si on ne règle pas notre problème de dépendance à l'automobile. Si on réussit à assurer un transfert modal vers le transport en commun, vers la marche, vers le vélo, on va être capable de récupérer de l'espace pour évidemment densifier nos villes, lutter contre l'étalement urbain, mais aussi pour verdir nos villes, planter des arbres, aménager des espaces verts, protéger nos milieux naturels, protéger nos boisés urbains là, qui sont extrêmement importants pour notre santé. Diapositive suivante. Et ça, c'est payant. Il faut le voir comme un investissement. Et aussitôt qu'on entre, si vous voulez, le paramètre santé dans tout, tout ce transfert-là ou ce virage-là, on voit que c'est extrêmement rentable pour nous. Quand on regarde, par exemple, la mobilité durable, vous avez ici une étude qui a été faite par le Grand Toronto. Ils ont évalué que avec un transfert modal de l'automobile vers le transport en commun de 7,8 et vers les transports actifs de 5 donc vraiment des parts de transfert modal relativement faibles, que ça emmenait des économies substantielles du côté des coûts de santé d'environ 2 milliards de dollars par année. Donc, ça devient rentable, si vous voulez, de construire à chaque année des nouvelles stations de métro, d'implanter des nouvelles lignes de tramway dans le Grand Toronto et d'investir évidemment dans les pistes cyclables qui coûtent relativement peu cher. La même chose pour le verdissement urbain. Je vous ai montré la panoplie des maladies là, qui peuvent être prévenues ou diminuées par le verdissement urbain. Ces maladies-là nous coûtent environ 26 milliards de dollars par année en coûts directs et indirects là, en santé. Et une simple réduction de 4 de la prévalence de ces maladies-là par une augmentation du verdissement urbain, ben, ça nous permet d'épargner 1 milliard de dollars par année en coûts de santé. Encore là, ça vient justifier, si vous voulez, les coûts de plantation d'arbres, les coûts de préservation des milieux urbains et aussi, évidemment, les coûts d'investissement dans les transports durables. La diapositive suivante. Et il faut savoir, et je vous invite à vous impliquer dans votre milieu, dans votre ville, dans votre village, dans votre réseau, parce que quand on s'implique pour améliorer notre société, et ça peut être aussi de s'impliquer auprès de notre famille, par exemple, pour aider nos enfants en gardant leurs enfants, mais ça peut être aussi de s'impliquer collectivement pour améliorer notre mobilité, pour verdir nos villes, pour lutter contre les changements climatiques. Eh bien, les études démontrent que quand on s'implique comme ça nous amène un sens de bonheur, un sens de réalisation de notre vie. Et ça vient s'ajouter, si vous voulez, aux effets bénéfiques là, de la lutte au changement climatique, de la mobilité durable et du verdissement urbain. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui là, comme solution et comme message d'espoir. Et si vous avez des questions, ben, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Madame Elsener. Je trouve ça vraiment inspirant de vous entendre parce que vous l'avez fait vraiment avec doigté. Vous avez mis la table.
en commençant la conférence avec des sujets difficiles à aborder. C'était difficile aussi à écouter parce que, bon, on partage toute cette planète-là qui est la nôtre. Puis, on ne peut qu'être désolé en voyant toutes les manifestations des changements climatiques. Mais le deuxième volet qui consiste à nous présenter les solutions qui existent et là où on peut avoir un réel pouvoir d'action, je trouve que c'est vraiment inspirant. J'ose espérer que ça aura inspiré nos membres comme ça m'a inspiré moi. Alors, il y a quelques questions. Je vous rappelle on prend les questions sous forme écrite, mais aussi, si vous souhaitez le faire verbalement, c'est vraiment en levant votre main virtuelle. Alors, on ouvre la période de questions là, pour les prochaines 15 minutes tout au plus, puis par la suite, là, on va libérer Madame Elsener. Je vous remercie une fois de plus là, pour la conférence. Donc, on y va tout de suite avec une première question. On nous dit, on nous demande, n'y a-t-il pas des expériences scientifiques qui visent à changer les données climatiques, comme par exemple les précipitations? Autrement dit, ne peut-on pas envisager contrôler le climat au lieu de viser à des actions pour s'adapter à des changements qui présentement sont difficilement prévisibles? Donc ça, c'est une question. Il y a des solutions qui ont été évoquées. Maintenant, il faut savoir tu sais, qu'elles sont à portée locale alors qu'on a besoin de solutions de grande envergure et que les solutions qui ont été, si vous voulez, proposées sont toutes des solutions qui demandent beaucoup d'énergie. Comme on n'est pas arrivé à se sevrer encore complètement des énergies fossiles, d'adopter des solutions qui nous demandent de l'énergie, c'est extrêmement difficile de penser dans ces termes-là. Alors, c'est pour ça que les solutions de mitigation, dont la principale est la mobilité durable, est une solution beaucoup plus porteuse. Il y a aussi en deuxième lieu, et j'en ai pas parlé, mais aussi évidemment la réduction de la consommation d'énergie par nos bâtiments en les construisant mieux, en les isolant mieux. C'est pas seulement la mobilité, mais c'est vraiment, vous l'avez vu, 43 des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur là, pour être capable, si vous voulez, d'arrêter cette grosse locomotive-là là, qui a démarré. Merci beaucoup, c'est très intéressant. La même personne nous demande, bon, dit, je suis totalement en accord avec les solutions proposées, sauf ce qui impliquerait finalement d'interdire d'habiter en campagne. Et là, elle s'explique. Cependant, les conditions sociales et environnementales étant très variables d'un pays à l'autre, euh, l'Organisation mondiale de la santé n'est-elle pas une menace pour la souveraineté des États, étant donné son intention de voter en faveur de nouveaux pouvoirs ultranationaux en mai 2024? Mondialiser la santé a de sérieuses raisons de nous inquiéter. Donc, c'est un commentaire. Je vous Oui, non, laisse mais avec ça. écoutez, premièrement, il y a deux volets à votre question. Ce n'est pas d'interdire aux gens de rester en campagne. Il faut comprendre que la majorité de la population du Québec ou d'autres, si vous voulez, quand on regarde au niveau du Canada ou dans les autres pays, la majorité de la population demeure en ville. Donc, c'est là où l'impact sur les changements climatiques est le plus grand et c'est là où il faut travailler. Les gens qui vivent en campagne ont un impact moins grand en termes de nombre, si vous voulez, que les gens qui vivent en ville. Alors, c'est pour ça qu'il faut être en mesure d'offrir aux gens qui vivent en ville des mesures de mobilité durable et de ne pas oublier ceux qui vivent en campagne, c'est-à-dire de pouvoir leur offrir des, euh, des choix aussi, du transport interurbain par exemple. Aussi, la possibilité de se déplacer à vélo, qui peut être une source, si vous voulez, de plaisir aussi en même temps, là. Et il y a un grand potentiel là, quand on écoute
des organismes là, qui se spécialisent, si vous voulez, dans l'aménagement de nos villes là, pour favoriser la santé, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques, comme l'organisme Vivre en ville. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel dans nos noyaux villageois pour installer des pistes cyclables, pour installer des trottoirs, pour favoriser la santé chez les gens, là, puis des meilleurs choix, si vous voulez, pour se déplacer que l'automobile. Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la santé, euh, on- la présentation pas pour but de recommander l'adhésion à l'Organisation mondiale de la santé, mais si vous voulez, de vous présenter des recommandations qui ont été faites par des professionnels de la santé là, en niveau de l'aménagement urbain qui favorise la santé. Et c'est cette règle-là qu'on appelle 3-30-300. Donc, que chacun vive à au plus 300 mètres d'un parc, avec dans un quartier où il y a moins de 30 de canopée et qu'il voit trois arbres. Ce sont des données qui ont été corroborées, si vous voulez, par l'ensemble de la société médicale. Merci beaucoup. J'admire particulièrement votre capacité à retenir les questions que je vous lis à voix haute, puis à décortiquer ça en des réponses très, très précises. Donc, félicitations, là, vous m'épatez. Euh, on, Merci. on a une autre question. Est-ce que l'Association des médecins pour l'environnement a des interventions en regard de la présence d'un aéroport qui pollue des milliers de citoyens, autant de l'air que du bruit, des survols jour et nuit? Je n'entends pas leur voix. Il nous faut s'enfermer dans nos maisons pour se protéger des 80 décibels au-dessus de nos cours très verdis. Donc, Écoutez, oui, tout à fait. Et puis, c'est sûr que tu sais, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement est une association sans but lucratif avec donc peu de ressources en termes de ressources humaines et en termes financiers. Donc, on essaie d'agir à la hauteur de nos moyens. Mais on a diffusé le 6 février dernier un cadre de référence pour l'air sain et je vous invite à le consulter. Et ce cadre de référence-là, si vous voulez, rapporte tous les méfaits de la pollution de l'air sur notre santé, cible les transports comme une source principale de pollution de l'air. Alors, quand on parle de transport, on parle d'automobile, mais on parle aussi de camions, de trains, de bateaux et d'avions. Et on demande dans une sortie publique qui a été faite le même jour que la diffusion au gouvernement du Québec d'adopter une stratégie nationale de l'air. Le Québec a adopté une stratégie nationale de l'eau parce qu'on avait des problèmes avec notre eau, avec la contamination de notre eau, avec notre ressource d'eau. Et on aimerait que le gouvernement du Québec adopte une stratégie nationale de l'air pour avoir une action concertée pour réduire la pollution de l'air dans l'ensemble de nos villes québécoises et ça inclut évidemment les quartiers qui demeurent près de l'aéroport, mais aussi les quartiers qui demeurent près de gares de triage, près d'autoroutes, de boulevards urbains ou près d'industries. On n'a pas parlé d'autres sources de pollution atmosphérique. On peut penser aux gens qui demeurent à Rouyn-Noranda. Donc, oui, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement s'implique, si vous voulez, sur la place médiatique, mais aussi dans des interventions, si vous voulez, de lobbying pour faire prendre conscience à nos dirigeants de l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Et on a rencontré à cet effet Mme Geneviève Guilbeault il y a 2 semaines là, pour lui présenter les effets nocifs de la pollution de l'air sur la santé engendrée par les transports. très intéressant. Euh, Vous êtes instigatrice et derrière plusieurs initiatives, notamment Ça marche doc, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. On nous demande quel est le meilleur moyen de suivre euh, l'actualité ou ce qui se passe là, notamment au niveau de Ça marche doc et de l'Association des médecins pour l'environnement. Donc, comment on peut se renseigner sur les grandes luttes que vous menez,
voir dans quelle mesure on peut les soutenir comme citoyens, mais aussi comme association. Donc, Ben, écoutez, je vous invite évidemment à visiter le site de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui est une division de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Mais il y a une partie du site web qui est en français, donc pour l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Pour ce qui est de SamarchDoc, il y a le site web samarchdoc.org que vous pouvez aller visiter et il y a des marches éducatives avec des professionnels de la santé qui ont lieu à tous les samedis matins à 10 heures dans la région, la grande région de Québec-Lévis, de septembre jusqu'à la fin mai. Il y a aussi Ça roule doc, qui est une initiative si vous voulez, qui fait la promotion du vélo utilitaire pour la santé, qui va avoir lieu cette année à Québec le 14 septembre. Et vous pouvez trouver l'information sur le site de santéurbanité.org, sans les accents, là, santéurbanité.org. Vous allez avoir aussi sur ce site-là euh, un lien vers le Ça marche doc, l'information sur Ça roule doc, mais aussi une, euh, une liste de mémoires qu'on a déposées dans différentes consultations publiques là, pour demander, si vous voulez, l'aménagement de milieux favorables à la santé, demander de lutter contre la pollution de l'air, etc. parfait. Alors, on pourra bien sûr mettre les références vers ces sites web sur notre propre site Internet ou les envoyer par courriel. Je rappelle Super. que les gens qui ont dû s'absenter en cours de conférence ou qui n'ont pas pu y participer recevront le lien pour rattraper la conférence pour une durée prédéterminée. Donc, tout vous sera indiqué dans le courriel qui vous sera envoyé. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vous remercie énormément, Madame Elsener, pour votre présence aujourd'hui. Euh, Vous êtes une très bonne vulgarisatrice. On voit que vous êtes bien documentée aussi, donc c'est vraiment, je le disais d'entrée de jeu, ça a été un privilège pour nous de vous accueillir. On offre constamment des conférences de ce genre à l'AREC. C'est important pour nous de de faire profiter nos membres de l'expérience d'autres associations là, qui sont dans notre société, puis aussi de mettre à profit les connaissances de personnes pour nous aider à accomplir les objectifs qui figurent dans notre plan d'action. Euh, Nos membres ont soif de connaissances. Grâce à vous, aujourd'hui, ils ont eu accès à une panoplie de connaissances, justement, que vous maîtrisez très bien. Alors, je vous remercie en mon nom, mais aussi au nom de toutes les personnes qui étaient présentes avec nous ce matin et qui visionneront là, la conférence au cours des prochains jours. Donc, Ben, merci. écoutez, vraiment merci beaucoup pour cette invitation-là. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à nous interpeller. Je vous dis, bon, on n'a pas nécessairement toutes les ressources humaines et financières souhaitées, mais si on peut vous aider là, dans vos actions, dans votre plan d'action, ça nous fera vraiment plaisir là, à la hauteur de nos moyens, vraiment. Ben, c'est entendu. Alors, merci beaucoup. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, on conserve nos coordonnées réciproques. Alors, voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.